Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons sur ces antennes pour vous parler de la métaphysique, également de la spiritualité, mais aussi du décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous allez bien? Très bien. Alors, juste comme ça, savoir qu'est-ce que vous avez mangé ce soir avant l'émission? Ce sont des questions qu'on pose tout le temps au quartier. Je n'ai pas mangé. Vous ne mangez jamais? Ouais, peut-être pas jamais, mais je n'ai pas mangé avant l'émission. J'ai mangé à midi et j'ai oublié quoi. Juste comme ça pour savoir, et ça peut édifier, ça peut aider certaines personnes, professeur. J'ai mangé, alors aujourd'hui je vais dire quand même, des prunes, dont les fruits de la saison, avec du maïs. D'accord. Voilà. Ok, merci. On va prendre la première partie de la chronique et on se retrouve juste après. Les pouvoirs occultes de Danzé et le corps. Au cours de cette édition, nous allons soulever une réflexion sur la donne physique et occulte de la dent. Il est bien question de ressortir les rapports de dents avec les autres organes du corps sous un aspect physique que mystique. Nous allons rentrer en plein dans la médecine holistique, mais dentaire, tout en prenant en compte l'organisme du patient dans sa totalité. C'est une médecine non conventionnelle qui considère que les dents sont des organes à part entière et qui ne sauraient isoler avec le reste du corps. Dans nos recherches qui concernent le décryptage du monde inconnu, notons que le moment n'est pas encore venu pour quitter le chapitre des maladies occultes. Au contraire, au cours de cette édition et celles qui vont suivre, nous y restons encore parce que nous devons faire des efforts à apprendre comment de dégager tous les épiphénomènes de cause à effet qui s'y cachent. C'est-à-dire, nous devons nous intéresser à l'étude des causes des maladies physiques et métaphysiques. L'intérêt étant de maîtriser les lois qui régissent l'équilibre métabolique et physiologique de l'organisme. L'objectif est d'accéder à la double dimension, en vue d'un retour au bien-être, lorsqu'on est malade, ou d'être à même d'éviter d'en devenir. Autrement dit, si la maladie est un quelconque désordre dont le corps en est très souvent sujet, mais retenons que, c'est la méconnaissance de la cause première de ces maladies qui est la pire difficulté à remonter. Car qu'une maladie soit soignée au point où le malade en est guéri, l'ignorance de sa cause fait que celle-ci va reprendre le poil de la bête pour refaire surface. Tant que les choses resteront ainsi, il nous sera toujours difficile de connaître le bien-être. N'oublions pas que le bien-être est l'absence de toute forme de déséquilibre de l'organisme, fonctionnel, métabolique etc. Pour maîtriser cet équilibre en question, nous sommes appelés à étudier en profondeur tout ce qui concerne le corps de l'homme dans sa dimension occulte interne et externe dans un premier temps, et ce n'est qu'après qu'on devra s'intéresser de son côté non occulte. Il s'agit d'utiliser un moyen qui ouvrira la porte de la haute connaissance, afin de maîtriser les différentes dimensions de celui-ci, physique et métaphysique. Ceci permet d'acquérir de manière décente la connaissance de la constitution occulte du corps de l'homme. Cette étude émane des grandes lois de la sagesse antique. C'est cette sagesse qui a permis qu'il ait une quelconque restitution à un moment donné, comme une manière de marquer le début d'une ère, celle d'un grand savoir, l'époque de la Renaissance initiatique, celle des initiés. Nous avons intérêt de décrypter tous les dessous de l'occulte de notre corps à la limite de notre imagination d'une part, et d'autre part, par rapport à ce qui serait en relation avec ce que nous appelons maladie. Pour parvenir à cette logique, nous devons nous focaliser sur deux grandes distinctions de ces désordres dans notre corps en des maladies, occultes et classiques. Nous devons savoir que la perturbation de notre bien-être trouve sa base dans l'ignorance.
À vouloir faire croire que la maladie est simplement physique, jamais autrement, officiellement, ceci met le commun des mortels et même le corps médical officiel en erreur quasiment irréparable. D'ailleurs, les affaires de la religion sur l'esprit vont faire naître un terme spiritualité qui viendra sonner mal dans le milieu médical. Là encore, l'ignorance aidant, tout ce qu'on imagine exister, puisqu'on ne peut le voir ou palper, serait spirituel. Il faudra sans doute suggérer aussi le rôle de la médecine spirituelle et admettre qu'on aille se soigner chez les traditionalistes, tradipraticiens et autres, s'avouant ainsi d'être atteinte d'une maladie spirituelle. C'est comme s'il faut d'abord désigner le caractère du divin ou d'une quelconque force surnaturelle, ou faire exister du surnaturel même au-delà de la nature, assimilé à une nature spirituelle. Souvent, c'est ce qui se cache dans cet ensemble des techniques et dogmes de la vie religieuse. C'est se fait également croire à une nature d'une humanité capable de s'élever au-dessus de sa propre matérialité par sa saisie du sacré. Revenons sur les dents. Nous avons dit que la dent est un organe. Elle est constituée de la masse de cellules solides. Dans leur rapport avec les autres organes, on doit apprendre à comprendre le fonctionnement de l'organisme en considérant les maladies de la dent comme étant des signaux alarmes des autres organes qui se trouvent à l'intérieur du corps. Il s'agit de tenir compte de la corrélation entre les dents et les organes, dans une sorte de rencontre à prendre en compte au cas par cas. Selon la médecine énergétique dentaire, il est impossible de soigner certaines maladies sans avoir réglé les problèmes dentaires au préalable. Le docteur Ross a mis en place une carte des relations qui lie les dents aux organes, appelée somatotopie dentaire. En croire, la canine inférieure gauche est souvent liée aux cystites et à la constipation, la première molaire inférieure gauche est liée aux maladies cardiovasculaires et à la tension artérielle, l'incisive latérale supérieure et la prémolaire supérieure sont liées aux genoux. C'est-à-dire, avant de procéder à toute extraction, il faut distinguer la source des maux et savoir exactement quelle est la dent malade. Résultat, à titre d'illustration, les incisives centrales sont à relier à l'être physique, à son potentiel en général. Elles sont les plus exposées au monde extérieur et leur taille quantifie votre capacité à avancer, à vous impliquer dans des actions. Ces dents représentent aussi la bipolarité homme-femme de l'individu, avec une référence au couple intérieur. Particularité à décoder. Le chevauchement d'une des deux incisives sur l'autre indique une très forte influence de l'un des deux parents sur l'autre. Mais aussi de l'importance d'une des deux polarités au sein de votre personnalité. Le diastème appelé aussi dent du bonheur correspond, lui, à une séparation des rôles parentaux. Les incisives latérales sont également à associer à l'être physique mais dans sa spécificité affective. Elles se font l'avocat du diable en étant là pour rééquilibrer une balance qui pourrait ne pencher que trop dans un sens. Nous allons y revenir dès que possible. De retour sur le plateau du Monde Inconnu, ce soir nous parlons du pouvoir occulte des dents et le corps. Professeur Herman Lipote, quelle est la corrélation entre la dent et le corps? Alors, ça veut dire quoi cette histoire de pouvoir occulter des dents, le corps, dont les organes et tout? La dent, c'est d'abord un organe et qui est en relief, c'est-à-dire en relation avec les autres organes. Bien que ça se présente comme étant une sonnerie, qui est placée sur une barrière, hein, et que à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du corps, se trouve quelque peu ce qui signalerait que quelque chose ne marche pas au-delà du corps. C'est-à-dire, on peut considérer que l'interrupteur à la barrière, en touchant à ça, la barrière à l'intérieur de la maison, ça va sonner. Alors c'est à peu près cela, la dent et le corps. C'est-à-dire, nous avons certaines maladies de la dent pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Voilà, c'est là l'interrelation
entre l'organe qu'est la dent et les autres organes qui sont dans le corps. Mais du coup, j'ai envie de savoir quelle dent correspond à quel organe. Bon, disons, les incisives correspondent à... Les incisives correspondent au rein et à la vessie. Oui. Donc, quand on a un problème à ce niveau, on peut bien dire que il y a quelque chose à réparer à ce niveau. Mais au niveau de... Parce que ce soir, il faut le bord, hein, c'est beaucoup l'école. Oui. Alors, au niveau de la chronique, on disait que la première incisive, disons quoi, on a dit que les canines du côté gauche, ouais, sont censées témoigner qu'il y a un problème de cystite, donc une inflammation urinaire quelque peu, ou alors des difficultés de digérer normalement. On parlerait de constipation. Voilà. Professeur Emmanuel Deportes, à écouter votre chronique, on comprend tout de suite que les dents nous parlent. Alors, comment comprendre le fonctionnement de l'organisme en considérant les maladies de la dent comme étant des signaux d'alarme des organes qui se trouvent à l'intérieur du corps? Bon, alors c'est très compliqué parce que, en fait, tout ce qui ne sert à rien peut être éjecté à un moment donné. C'est-à-dire, si une dent s'émiette parce que carriée, on va simplement l'arracher. Voilà. Et puis on habille les dents, c'est-à-dire que on les taille et puis on met des supports au-delà de la prothèse pour ceux qui n'en ont pas du tout, pour que leur dentition soit jolie, hein, lorsqu'on rit. Alors tout cela, c'est le côté physique de l'organisme qui est privilégié dans le milieu médical officiel et qui attire foule ou qui fait à sensation. Mais ce qui est naturel, c'est-à-dire ce dont on est né avec, est complètement mis de côté de façon à ne pas considérer que la manipulation de l'organisme peut entraîner des vibrations néfastes censées compliquer l'existence de la personne, allant du simple au double, c'est-à-dire allant du côté physique et même du côté métaphysique. Parce que lorsque on dit physique, donc, ça peut se compliquer de façon à avoir des pathologies graves, le cancer de ceci, des gencives, les cancers de cela, comme ça peut aussi se compliquer allant à des pathologies occultes qui ne sont pas détectables. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir, parce qu'on nous parlait souvent du paradis et de l'enfer chez les religieux. Oui. Bon, mais on ne sait pas si tout ce que nous faisons, à quel moment nous avons un pied dans le paradis, dans l'enfer, en faisant certaines pratiques contre notre organisme, et à quel autre moment nous ne l'avons pas. Bon, ce qui est évident, c'est que certaines choses nous arrivent au cours de notre existence, certaines complications de la vie, c'est-à-dire ce que d'aucuns diraient, je n'ai pas de chance, donc on parlait de la malchance, ou bien j'avais la chance, mais je n'en ai plus. Bon, parce que celui qui n'a jamais eu la chance, entre guillemets, peut être une personne qui solliciterait la place des autres. Tout le monde a la chance. Et chacun doit savoir les limites de sa chance. Bon, mais maintenant, si par exemple, tu as besoin d'être comme les autres ou comme une autre personne, tu peux considérer que tu es dépourvu de chance par rapport à cette personne-là. C'est comme tu as besoin des choses que tu ne mérites pas ou bien qui ne sont pas utiles à ta vie. Bon, cependant, si on va dans le sens de constater que on a arrangé sa petite vie et on la vit comme il faut, parce qu'on n'est pas envieux, on n'est pas
avide, on n'est pas quelqu'un qui a besoin de plus que ce qu'il ressent, ce qui lui est nécessaire. Alors, c'est en ces temps-là qu'on peut considérer ou constater que quelque chose aurait changé dans sa vie, parce que même ce qu'on avait là, on n'a plus. Et là, on peut parler donc de malchance, qu'on a manqué, qu'on commence à manquer la chance. Et là, dans ces cas, on doit se poser la question sur un certain nombre de choses par rapport à son comportement, par rapport aux maladies, qui n'étaient pas là, qui sont là maintenant, par rapport à une certaine dégradation qui est peut-être dans l'ordre des douleurs de rhumatisme ou quoi. C'est à partir de là que on doit se poser des questions. Ou on est en train de perdre les dents dans la bouche, ou certaines situations sont telles qu'il faut veiller à ce que on comprenne pourquoi cette perte des dents se poserait à soi à partir d'une certaine période par rapport à ce qui était avant, qu'est-ce qu'on est, comment son corps fonctionnait avant et comment ça fonctionne depuis qu'on est dans des problèmes dentaires, ainsi de suite. Voilà. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a mal aux dents, professeur, on ne devrait pas courir chez un dentiste pour les arracher tout simplement. On devrait creuser le problème. Disons que le dentiste a son rôle. Parce que moi, je dis souvent, le fait de venir à cette antenne parler éthique de vie peut paraître comme si on était contre certaines choses qui se passent dans notre quotidien. Le rôle d'un médecin ou bien d'un thérapeute se joue sur deux volets. Il y a le volet de la prévention, ou se jouerait sur le volet de la prévention par exemple, ou alors se joue sur l'intervention, donc la prise en charge. Mais moi je dis la prise en charge est la meilleure, elle devrait être préventive. C'est-à-dire, comme nous parlons des dents là maintenant, disons que nous sommes obligés parce que c'est, bon je ne sais pas, mais avec la permission des téléspectateurs et la tienne, oui, professeur. Il faudra bien qu'on revienne sur le problème des dents pour y aller dans tous les sens, afin qu'on comprenne. Parce que le rôle du dentiste est celui que n'importe qui fait dans l'urgence jouerait. C'est-à-dire, un chirurgien, il doit intervenir lorsque son intervention peut apporter des réponses censées éviter la mort à quelqu'un. De même, le dentiste doit intervenir lorsque le malade ou bien la personne qui a une crise dentaire, il faut absolument une intervention. On ne doit pas rigoler avec, parce que celui qui n'a jamais eu de mal des dents ne sait pas de quoi il est question. Oui. Alors, mais ceux qui ont eu des mal des dents, parfois tu ressens la mort. Alors, on ne peut pas dire que le dentiste a à quoi faire. Mais le dentiste devrait être une personne aussi qui fait dans la prévention. C'est-à-dire, après avoir eu à intervenir sur une dent, amener le malade à avoir des connaissances de l'importance de garder ses dents. Parce qu'il y a des cas où vous pouvez avoir un dysfonctionnement au niveau de la colonne vertébrale. Et ce dysfonctionnement-là, à vous enlever une certaine dent, non, ce dysfonctionnement-là peut entraîner la paralysie. À vous faire sauter une certaine dent, vous recommencez à marcher normalement. Mais souvent, c'est que cette dent-là avait un rapport avec cet environnement de la colonne vertébrale au départ, et elle a été mal soignée. Voilà.
Oh, professeur Emmanuel Libot, ce n'est pas, ce n'est pas toujours facile de comprendre. Parce oui, que très compliqué. c'est vraiment très compliqué parce que on sait bien que certaines personnes ne supportent pas la douleur. Ouais. Alors, lorsque vous avez en face de vous une personne qui a mal à la dent, vous faites comment, vous personnellement? Vous attaquez à tout le corps, vous faites comment? Vous analysez, vous scannez la personne? Non, Comment vous faites? il y a la médecine énergétique. C'est-à-dire, il faut étudier la circulation de l'énergie dans le corps et savoir que en faisant une pression à telle partie du corps, par exemple dans le cas de l'acupuncture, la médecine chinoise qui est traditionnelle d'ailleurs, on sait que lorsqu'il y a perturbation fonctionnelle à telle partie du corps, on peut réaliser qu'au niveau des méridiens, c'est-à-dire de la traversée de l'énergie qui fonctionne dans l'organisme comme des canaux électriques, il y a eu coupe-circuit. Alors on va placer l'aiguille là et puis on va obtenir une solution. Alors donc la médecine ne devrait pas exister que dans la consommation de médicaments. Oui. Elle devrait exister dans tous les aspects de recherche qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Sans toutefois qu'une certaine médecine s'étaille la part du lion en voulant faire croire que la médecine, elle est symptomatique et que dans la symptomatologie, il y a question de la maîtrise des travaux de laboratoire qui sont censés accompagner le médecin dans ses prescriptions. Bon. On met donc de côté les autres formes et on décrète parfois quelqu'un d'une infirmité qui va durer des années, mais qui en fait nécessitait seulement qu'on ait une bonne lecture sur le dysfonctionnement, les différentes parties du corps de manière globale, en allant partie par partie, zone par zone, pour trouver où le corps s'est retrouvé paralysé. Alors, maintenant, on aura une paralysie physique, alors qu'il fallait plutôt résoudre d'abord le dysfonctionnement qui est né du fait de la mauvaise circulation de l'énergie. Alors, donc, nous n'avons pas des dents comme comment on peut dire ça, des morceaux de pierre fixés sur la mâchoire. Et qu'à un moment donné, on peut dire, on peut se débarrasser de ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de dents du tout, on a tout enlevé. Et ils sont dans une situation où, quand on les voit rire, ils rient normalement, parce que c'est la prothèse, tout simplement. Mais ils n'ont plus la même vie qu'ils avaient avant. Parce que quelque chose les manque. Parce que quand nous prenons, par exemple, les incisives latérales supérieures, c'est les dents de la communication. Alors, ces dents-là, quand c'est en place, vous avez une bonne relation, ça vous renvoie à une bonne relation avec les parents. Et quand ça ne marche pas, vous perdez cette relation-là, ça devient une difficulté avec les parents qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Les gencives latérales inférieures sont dans les relations qui se traduisent sur un schéma directement mère-père. Parce que la communication, elle peut être très bien large, mais elle peut aussi être restreinte de façon à ce qu'elle ne concerne que le père et la mère plus précisément. Donc il y a des gens, il y a des filles, elle a des démêlés avec sa mère tout le temps, parce qu'elle a perdu toutes ses dents. Ses dents sont carriées, ses dents sont ci et ça, on enlève et tout. Bon, et certaines de ces dents-là sont telles qu'il faut faire attention. Bon, les canines, par exemple, sont en relation avec l'émotivité. Bon, on dit bien que les dents
former l'armature, un bouclier quoi, hein, Oui. qui permet de rester protégé. Donc les canines en sont concernées. Voilà. Ok. L'alimentation a-t-elle un effet sur la santé des dents? L'alimentation a un effet dans tout. Parce que si nous prenons par exemple le gros intestin, hein, qui est souvent une grosse poubelle, alors on va trouver que les premières molaires, hein, que ce soit les molaires du haut du bas, sont concernés directement par le côlon Oui. et les poumons. Alors, si vous avez un côlon encombré, c'est-à-dire devenu une poubelle où vous y déposez n'importe quoi, puisque vous mangez tout, vous êtes tout hein, pas seulement diversivore, vous mangez tout ce que vous arrivez à manger, Oui. et que vous n'évacuez pas, parce que le tout n'est pas de manger, mais le tout c'est de pouvoir manger des choses qu'on pourra évacuer, c'est-à-dire faire des sels en quantité et en qualité. Quand on dit les sels en qualité, les gens se posent la question de savoir comment ça se passe. Oui. Bon, alors ça veut dire que les sels qui n'ont pas de mauvaise odeur, sauf si vous avez bu des produits qui aident à éliminer les déchets et que ces produits puissent agir ou influencer l'intérieur de l'intestin. Et là, vous pouvez avoir les déchets adéquats par rapport à des produits, c'est-à-dire qui sont en rapport avec les produits. Mais en dehors de ça, on doit faire des sels avec des déchets supportables, pas des déchets aux odeurs insupportables, je veux dire. Voilà. Non. Donc, même les odeurs doivent être surveillées, professeur. Oui, on doit surveiller les sels. Les sels ne doivent pas être des morceaux ou des cacahuètes. Ça peut être des pâtes, pas forcément des liquides. Alors, dans les sels pâteuses, hein, il faut que cela soit en grande quantité, de manière à remplir le pot, si possible, en fonction des quantités de nourriture qu'on ait consommé préalablement avant. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait des odeurs. Quand il y a certaines odeurs, ça signale qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du foie. D'accord. Voilà. Donc, la qualité de nos sels nous parle également, professeur. Oui. Ça veut dire qu'on doit tout observer. Ouais. D'accord. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique. Donc, on va prendre la deuxième partie de la chronique. Nous parle de la médecine, art médical et sorcellerie. Et l'art médical. Pour le petit Larousse médical, la médecine est un ensemble de connaissances sur les maladies, les symptômes, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les traiter. Cette définition marque un fait, celui d'une grande différence entre la santé et la médecine. Car, c'est bien dit, les moyens de traiter et non de guérir les malades. Une telle méthode ne permet pas aux malades de guérir au point de déboucher au bien-être. Si la santé est un état de bien-être global, la question serait de savoir comment serait-il normal que la médecine, bien qu'elle ne soit moderne, ait pour base de fonctionnement les techniques dont le seul but serait de ne s'attaquer qu'aux symptômes. Il y a lieu de reconnaître qu'il s'agit là d'une médecine qui n'est pas du domaine de la santé, bien qu'elle s'exige d'être seule comme dans un marché et propriétaire de tout ce qui concernerait la santé publique. Métaphysiquement, la médecine est un art qui relève d'un savoir naturel et occulte. Ici, le médecin est un artiste doté d'un pouvoir et des dons innés, d'une vocation. À cet exemple, Hippocrate, au-delà de sa formation médicale en Égypte, était un médecin aux dons innés, un artiste du point de vue médical. Il ne pratiquait pas de l'allopathie. Son mode de soin
se relativisait aux 4 éléments créatifs en analogie aux 4 tempéraments humains. Bélier, avec pour maladie, fièvre, mal hépatite, jaunisse, folie, méningite, etc. Sanguin, avec pour maladie, hypertension, diabète, insuffisance rénale, manger sans cesse, asthme, etc. Lymphatique, avec pour maladie, gastrite, ulcère d'estomac, sclérose, anémie, abcès et autres maladies de la peau, etc. Mélancolique, avec pour maladie, carie des os, névrose de toutes sortes, paralysie, catalepsie, épilepsie, etc. Ce qui veut dire que la médecine que pratiquait Hippocrate était adaptée à chaque individu et en même temps globale pour tous les êtres humains. À comparer ceci avec la médecine officielle, on a l'impression que le serment d'Hippocrate pose un problème d'interprétation au corps médical officiel. Seule la médecine pratiquée comme art est basée sur l'honneur, la morale et les autres aspects humanitaires. Malheureusement, une certaine médecine industrielle est fort rentable, mais bien que dépourvue de la morale et de l'honneur, a été quand même officialisée par les pouvoirs publics, les États. La question serait de savoir si le serment que prêtent les médecins de notre époque est-il d'Hippocrate ou d'Hypocrite. Car comme Jésus, Hippocrate était médecin, métaphysicien, naturothérapeute. L'un comme l'autre, ou tout comme beaucoup d'autres personnes de leur époque, pratiquaient de la médecine globale, voire la médecine suprême, et non une médecine symptomatique. Hippocrate fut cette personne qui vulgarisa la médecine suprême. Face aux nouvelles épidémies par exemple, il disait « Là où naît une nouvelle maladie, pousse une nouvelle plante ». Et aux malades, il conseillait la prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'alimentation. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou encore, faites de votre nourriture votre médecin, que votre médecin soit votre nourriture. Et au thérapeute, il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Ces conseils portaient sur le respect des lois de la nature. Ces lois sont bien gravées dans les annales de l'astrologie médicale qui intègre la science globale de la médecine grâce à la métaphysique. Car la métaphysique distingue 2 sortes de médecine, la scientifique ou médecine naturelle et la non scientifique, médecine allopathique ou symptomatique. Pour la médecine scientifique ou naturelle, il n'existe pas d'aspect discriminatoire du genre qu'on rencontre en médecine allopathique, mais elle est ouverte à d'autres médecines. Ceci étant, métaphysiquement et dans son ensemble, la médecine est classée en 3 degrés. 1. La médecine inférieure, purement symptomatique, qui cherche uniquement à supprimer les manifestations de la maladie par n'importe quel moyen pourvu qu'il soit provisoirement efficace. Cette médecine a un sens parce qu'elle sait flatter les malades. En fait, c'est la plus répandue dans le monde, imposée par les États et gouvernements, parce qu'elle semble être facilement accessible et plus rentable. 2. La médecine supérieure, celle-ci s'occupe de l'harmonie du corps en rapport avec les lois de la nature. Elle évolue sur la base des correspondances élémentaires, des humeurs, des organes, face aux maladies et selon leur liaison aux 4 éléments créatifs. 3. La médecine suprême. Ici, quel que soit le mal, classique ou occulte, sorcellerie, envoûtement et autres, le malade se guérit de lui-même sans médicaments grâce à la prise de conscience des causes profondes et personnelles de sa maladie. Dans cette médecine, le médecin ou thérapeute ne joue qu'un rôle de catalyseur. Professeur Hermoine Glipote, peut-on prouver qu'Hippocrate est le père de la médecine?
de la médecine occidentale. Donc, quand on dit l'Occident, c'est les bases ou l'origine de l'Occident, c'est l'Égypte. Donc, tout ce qui regarde la mathématique, la médecine et tout, ça part de l'Égypte. Bon, l'agriculture, plein de techniques qui sont aujourd'hui occidentalisées, partaient de l'Égypte. Donc, Hippocrate, comme Socrate, comme Pythagore, comme tous ces savants d'antan ont pris du moins la base de leurs connaissances, c'était l'Égypte. Comme aujourd'hui, les gens vont à Paris pour leur formation, d'autres sont à Moscou, ainsi de suite. Bon, voilà. Mais on peut dire qu'à cette époque, l'Égypte était le centre du monde en matière de sciences et en matière de connaissances. Alors maintenant, Imhotep, qui a été le formateur d'Hippocrate, on ne parle pas de lui. Bon, mais Hippocrate est revenu en Grèce parce que le tout n'est pas d'être formé quelque part, mais le tout c'est d'avoir aussi ses dons, à tout seigneur, tout honneur. Et cela peut amener à ce que tu révolutionnes quelque chose. Parce que tout le monde joue au football, mais tout le monde n'est pas Pelé ou tout le monde n'est pas Messi. Alors, ça veut dire donc qu'il y a des gens qui naissent avec un plus, et lui, il a eu un plus. Sauf que le contexte actuel ne donne pas la chance à ce que les idées d'Hippocrate continuent à fonctionner. Parce que la médecine n'était pas basée sur la prescription des médicaments. Au temps d'Hippocrate, la médecine était basée sur l'observation, l'expérimentation des résultats. C'est pourquoi il disait, lorsqu'il y a une nouvelle maladie, regardez dans votre jardin, vous serez surpris de constater qu'il y a une nouvelle plante. Et là, c'est-à-dire la nature ne fait rien gratuitement. Lorsqu'il se passe un problème qui concerne l'être humain ou qui concerne l'univers, la nature est toujours là pour voler au secours ou bien pour porter réparation. Malheureusement, la médecine est pratiquée au nom d'Hippocrate se fout de la nature, n'est pas concerné par la nature. Alors, est-ce qu'il est donc question de dire que Hippocrate continue à être le père de cette médecine? Encore que dans certains pays, même les serments d'Hippocrate, on l'a changé complètement. Au moins, c'était un certain serment d'Hippocrate qui était une rigolade parce qu'on prêtait serment sur la base de son serment, mais on allait, dans la pratique, faire plutôt autre chose. D'où, à un moment donné, on parlait des serments d'Hippocrate. Bon, mais d'aucuns ont complètement changé les serments d'Hippocrate. Ils ont ajouté des choses dedans et tout, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la peine de tricher, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, je me dis. Alors, chacun a un don, professeur Herman Yeglipos. Alors, comment connaître son don? Non, les dons, c'est les autres gens qui, le plus souvent, on ne sait pas qui. C'est pourquoi on dit le porc ne dit jamais qu'il est gras. Bon, le plus souvent, on a des forces occultes d'une très haute dimension, mais c'est perçu par d'autres gens. Alors, c'est perçu par des personnes de l'entourage ou même c'est perçu par des personnes qui sont aussi un peu clairvoyants, c'est-à-dire ils ont le sentiment d'aller vers certaines personnes en écoutant leur cœur et ne se trompent pas de constater que leur cœur ne les avait pas trompés. Bon. Sauf que quand on a un don et une vocation qui accompagne le don, parce que le don, on peut avoir les dons multiples, mais la vocation, on peut en avoir de vocation sur plusieurs de ces dons, d'accord, mais ce n'est pas toujours ça. La vocation vous amène à vous focaliser sur quelque chose de précis, et lorsque c'est une vocation, vous faites le travail sans
contrepartie réelle. Vous faites comme si vous étiez un esclave de ce travail-là. Bon, parce que ça vous permet de vous épanouir en travaillant comme ça. Ça vous permet de ressentir alors votre don dans la chose, parce que ça fait en sorte que vous n'avez pas beaucoup de difficultés de vous exprimer ou d'exprimer le don envers les autres, surtout lorsque c'est quelque chose qui concerne le social. Voilà. Professeur, le traitement devrait être administré au cas par cas, mais ce n'est pas toujours ce qu'on observe. Oui, mais attends, un commerçant ne peut pas avoir des beignets pour ceux qui ont trop faim, à part en calculant qu'ils ont trop faim, mais leur famine est comme ceci ou comme cela. Non, tout le monde peut prendre la perfusion. Bon, il y a les perfusions pour remonter quelqu'un parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il est venu là, mais il faut quand même facturer. Bon. Au lieu de lui parler, lui dire retourne à la maison, et quand c'est le médecin qui lui parle, il comprend. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est un être privilégié dans ce domaine, dans le domaine de la santé. Il va comprendre, coûte que vaille. Sauf que de nos jours, c'est difficile de parler à un malade, à quelqu'un qui sent mal, et qu'il comprenne. Parce que tout le monde sait que tu ne peux pas être en santé si tu ne prends pas le médicament. Donc les commerçants des médicaments, qui sont les industriels, dans le domaine des laboratoires industriels qui font dans le médicament, ont gagné le marché. Et ce marché-là a fait des médecins à ridiculiser le métier de médecin en un simple prescripteur de médicaments. Bon, à un moment donné, avec un soubassement de motivation. Et là, ça devient une histoire qui, pour ce qui est du domaine métaphysique, donc une histoire d'éthique de vie, finalement, on joue avec l'homme, avec l'être humain, au lieu que dans un système économique donné, l'homme soit au centre de la vie, mais c'est plutôt l'économie qui est au centre de la vie et l'homme en devient un outil. Voilà, c'est là le mal, finalement. Oui, mais comme ça, on a comme impression que vous, les patriarches, vous croisez les bras, vous ne faites rien. Je pense vous deviez collaborer, professeur Emmanuel Lipote. Non, on ne peut pas collaborer avec des gens qui sont des savants d'une autre sphère. On ne peut que collaborer avec des gens, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas fréquenter des gens infréquentables. Mais qui souffrent, professeur? Ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Non, ils ne souffrent pas. Ils ont choisi. Parce que si vous trouvez un cas, nous qui sommes sur le terrain, tu trouves un cas où quelqu'un a fait 12 ans, 15 ans, 20 ans, dans une histoire qui n'aurait pas pu exister jusqu'à en devenir aveugle. Alors qu'on lui avait jeté le sable de la sorcellerie dans les yeux, il a commencé à frotter les yeux. Bon, on aurait dû utiliser une plante, ça nettoyait ce sable du coup, en termes de collyre. Mais on utilise les collyres des laboratoires pharmaceutiques qui, sans les critiquer, ne sont pas naturels sur un environnement naturel. Parce que n'oublions pas une chose, l'homme n'est pas une machine. L'homme n'est pas doté de substances artificielles. L'huile et l'eau ne fonctionnent pas normalement. Donc on ne peut pas prendre des choses qu'on a artificiellement concoctées et déposer ça dans le corps, obtenir le résultat qu'il faut. Oui. Parce que ces choses-là peuvent être antipathiques aux cellules, on parlait des cellules souvent, à l'organe,
quelque peu parce que là-dedans, l'objectif n'était pas de réparer. Ok. L'objectif était de faire taire un mal. Par exemple, quelqu'un qui a les maux de tête et qui prend du paracétamol, c'est pour arrêter le mal. Ce n'est pas pour voir si ces maux de tête, ces céphalées, ces migraines, c'est quoi, je ne sais pas quoi, on va donner un nom, proviennent de quoi. Non. Oui, mais professeur Emmanuel Lipote, un médecin vous dira il y a la dose, il y a l'hygiène. Maintenant, est-ce que vous, quand vous préparez vos collyres avec des herbes, des écorces et autres, est-ce que vous respectez l'hygiène? Alors, le chien, quand on lui donne à manger, il dépose à terre, il mange. Oui, Et il vit normalement. On va dire que nous ne sommes pas des chiens. du tout. Mais l'environnement de l'être humain est plus proche de la terre et non plus proche des substances synthétiques. C'est-à-dire que il n'y a pas de rapport entre les substances synthétiques et l'homme, de manière à dire qu'il y aura une adhésion. Bon. Cependant, il y a la psychologie qui évolue en fonction de la personne qui croit à quelque chose et qui ne croit pas à quelque chose d'autre. Bon, les histoires de dosage, c'est une histoire commerciale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange. On s'est rassasié, on arrête. Si on n'arrête pas, on sait de quoi on s'attend. Hein? Oui. On sait bien qu'on aura des problèmes parce qu'à un moment donné, il y aura des remontées gastriques et tout. On sait tout ça. La personne qui soigne les gens, comme thérapeute, comme technicien, quelle que soit sa formation, c'est les quantités, soit des liquides ou quoi, à donner à un bébé et les quantités à donner à une grande personne. Vous pouvez décider de donner 1 litre à une dame à boire le tout dans la journée ou à un monsieur, mais vous ne le ferez pas à un nouveau-né. On ne peut pas dire que les nouveau-nés n'ont été soignés que dans les hôpitaux, non. Avant l'arrivée des hôpitaux, la médecine a 60 ans, la médecine officielle. C'est après la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs qu'elle a pris corps. Alors donc peut-être 70 ans, je ne sais pas quoi. Alors donc la médecine là a trouvé que les gens vivaient déjà. Oui. Et les gens étaient souvent malades. C'est pas que les gens ont commencé à être malades à un moment donné de la vie et puis on a dit bon ok faisons des médicaments. Non. Et l'espérance de vie était plus élevée, professeur? Nous dit-on avec les anciens, mais les bourreaux, quand quelqu'un il vous a colonisé, c'est lui qui écrit votre histoire, il va parler de l'espérance de vie de 46 ans et que c'est les médicaments qu'on fait ci ou on fait ça. Et pourtant, il y a des zones reculées jusqu'à nos jours qui ont des gens qui vivent plus de 100 ans sans avoir pris une seule fois un comprimé ou un médicament. On ne sait même pas si les médicaments existent. Bon, nous qui sommes assez âgés, on a vu des gens qui ne connaissaient pas les médicaments, mais qui étaient bien des vieilles personnes qui avaient encore leur vue, qui ne marchaient plus, qui étaient devenus comme des enfants. Hein? Moi, je connais un patriarche, un aïeux, en fait, on l'appelait dans notre village, Basso Mbadeboko. Tu parlais de ce nom-là, tous les gens d'un certain âge connaissaient ce monsieur. Ce monsieur-là n'avait pas de couverture pour se couvrir. On faisait un petit feu à côté de là où on avait arrangé son lit et le jour, on le plaçait sous le soleil. Mais il te racontait l'histoire du village, comment les gens sont arrivés. Il était toute une bibliothèque. Hein? Alors, et des personnes pareilles n'existaient plus à notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque, tout a été artificialisé. Voilà. Ok. Passons à présent à la réflexion et l'évocation. Selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque dent correspond à un organe dans le corps humain.
Il s'agirait d'un lien énergétique expliquant une corrélation entre nos organes de mastication et certains problèmes de santé dont nous pourrions souffrir. Explication. Si le lien entre nos dents et nos organes attise autant la curiosité, c'est parce que ces dernières sont parfois à même de nous renseigner sur notre état de santé. Pour Christophe Gachet, médecin dentiste et chef de clinique à Genève, il existe des signaux d'alerte, typiques de certaines maladies. Ainsi, qu'une affection engendre des conséquences au niveau des dents ou à l'inverse, que celle-ci se développe en raison d'un problème dentaire. L'expert rappelle que la bouche est un foyer de bactéries pouvant aisément se propager dans l'organisme via des microvénules liant nos dents à la circulation sanguine. Qu'en pense la médecine traditionnelle chinoise? La médecine traditionnelle chinoise explique que les douleurs dentaires sont souvent liées à des affections dans d'autres parties du corps. Pour les adeptes de cette discipline non conventionnelle, ce serait un signal d'alerte envoyé par l'organisme pour nous permettre d'identifier des pathologies sous-jacentes. Ainsi, à travers les méridiens liant les dents aux organes, il serait possible de mettre en lumière certains problèmes de santé, ou du moins d'établir de nouvelles pistes de diagnostic pour celles et ceux qui adhèrent à cette forme de médecine alternative. Quel lien entre les dents et les organes? Selon le Groton Wellness Center, un centre de santé holistique aux États-Unis, chaque dent serait liée à un ou plusieurs organes spécifiques, pouvant de ce fait indiquer un éventuel trouble de santé à ce même niveau. Passons ces liens en revue. Les incisives et les canines seraient connectées de manière générale au rein, au foie et à la vésicule biliaire. Toutefois, chacune d'entre elles pourrait indiquer un trouble particulier. Les canines inférieures correspondraient plus spécifiquement au foie, au pancréas et aux poumons et reflèteraient donc des troubles à ce niveau. Les incisives douloureuses, quant à elles, pourraient indiquer une infection de la prostate ou des amygdales. La douleur dans les incisives supérieures et inférieures pourrait être liée à une infection au rein, à la vessie ou aux oreilles. Elle peut également signaler des problèmes avec le système lymphatique et les organes reproducteurs. Les prémolaires et les molaires sont liés au gros intestin et à l'estomac. Les prémolaires peuvent faire mal à la suite d'une réaction allergique, d'un déséquilibre de la flore intestinale, d'une pneumonie, d'une colite ou d'une douleur d'arthrite. La douleur de la molaire peut indiquer une anémie, des ulcères de l'estomac et de l'intestin, une gastrite chronique, inflammation de la muqueuse de l'estomac, des hémorroïdes, des infections de la vessie, des rhumatismes ou encore une inflammation chronique du pancréas. Les molaires inférieures douloureuses peuvent indiquer des varices, des polypes dans le côlon et des maladies respiratoires, bronchites, pneumonie et asthme. Les dents de sagesse, quant à elles, sont connectées au système nerveux central, au cœur, au foie et aux intestins. Elles peuvent signaler une hypertension artérielle, des maux de tête, une maladie du foie, des douleurs aux extrémités ou une maladie cardiovasculaire. Sur le plateau, professeur Emmanuel Ripot, commentaire par rapport à l'élément? Oh, pas de commentaire, hein. L'élément là décrit un peu ce que nous avons essayé d'expliquer. Donc on a proposé ça en renfort, en renfort parce que vous savez, les choses là ne sont pas faciles. Hein. D'accord. On va prendre la page pratique. Chez nous, en France, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur médecin. Le bon médecin de famille, celui que nous connaissons depuis notre enfance. Une confiance à toute épreuve, ou presque. Car depuis quelques années, les scandales se multiplient. Et depuis certaines affaires comme celle du Mediator, la confiance c'est comme les antibiotiques, c'est plus vraiment automatique. Mais alors que s'est-il passé depuis ce temps où nous pouvions tout lui dire, tout lui confier, y aller les yeux fermés? Je jure d'exercer la médecine selon les lois de la morale et de l'honneur. Pourtant, au début de leur carrière, habillés d'une belle robe, ils ont prêté serment. Comme on le voit sur ces images filmées au caméscope trouvées sur Internet. Le fameux serment d'Hippocrate qui marque leur entrée dans l'univers prestigieux de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Savait-il, au moment où ils prêtaient serment, que les laboratoires dépensaient 25 000 € par an et par médecin pour les influencer, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Pouvons-nous encore faire confiance à leur diagnostic? Marcia Angel,
à une réponse limpide. Pour l'ancienne éditrice du New England Journal of Medicine, la Bible de la presse médicale indépendante, aujourd'hui professeure à Harvard, il n'y a plus de confiance qui tienne. Pour avoir des marchés aussi gros que possible, les laboratoires font la promotion de maladies qui touchent presque tout le monde. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'en fabriquant des médicaments pour des maladies sérieuses, mais qui concernent beaucoup moins de gens. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies, des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Étendre le périmètre d'une maladie? Ce que nous avons découvert au cours de notre enquête est surprenant. Des laboratoires qui vont toujours plus loin et qui baisseraient même les seuils de diagnostic. Leur but? Traiter le plus de patients possible, le plus longtemps possible. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Même chose pour le cholestérol. En 1998, le seuil passe de 240 à 200, plus 42 600 000 patients aux États-Unis. 86% de clients en plus pour les firmes pharmaceutiques. Dans le monde, il n'y a plus que deux groupes de gens, ceux qui sont malades et ceux qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est l'objectif des firmes pharmaceutiques. Par rapport à cet élément? Pas de commentaires. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur. On va commencer par ce message de Alino. Une infection dentaire peut-elle avoir des répercussions sur d'autres organes, professeur? Oui, on l'a dit. On a dit, c'est là pour que les gens comprennent que les dents ne sont pas, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des morceaux de cailloux qui sont fixés sur la mâchoire. D'accord. Voilà, c'est des organes, donc il y a une interconnexion, une relation avec les autres parties du corps, particulièrement avec les organes. D'accord. Nous avons John qui voudrait prendre rendez-vous avec vous du côté de Yaoundé. Je serai à Yaoundé le 12, donc samedi plus précisément, mais c'est mieux d'appeler à ce numéro pour bien caler le rendez-vous. Ok. Est-ce possible de se procurer des portefeuilles magiques, professeur? Magique, non. Spirituel, oui. C'est quoi la différence? La différence est que le porte-monnaie spirituel, c'est un porte-monnaie qui se veut ordinaire, mais qu'on peut utiliser certaines substances, certaines plantes, certaines plantes pour busquer les vibrations de la chance rapide. Voilà. Voilà, comme on peut dire. Alors, c'est pour à l'intérieur de ce porte-monnaie en question, peut faire à ce que vous y ayez un certain argent qui garantit l'épargne. C'est-à-dire un argent que vous n'utilisez pas, qui est toujours là. Et avec ces porte-monnaies, ça peut améliorer vos chances que vous n'êtes pas en difficulté de payer vos factures, les factures de loyer, les factures scolaires, les factures d'électricité et tout. Vous n'êtes pas à l'abri du besoin du genre
dire que vous avez besoin d'une voiture, vous partez acheter, vous avez besoin de construire un immeuble, non. Mais vous êtes vraiment quelqu'un qui n'a pas de dette, qui n'a pas de difficulté de joindre les deux bouts à tout moment. Voilà. Ok. Le professeur peut soigner une paralysie cérébrale d'un enfant qui a déjà 18 mois. Le neuropédiatre a fait savoir que c'est irréversible. Est-il possible de rendre réversible? Bon, alors je ne sais pas. Moi, je ne viens pas à la télé dire que je soigne les gens. Je viens à la télé pour déplorer le fait que nous sommes dans un environnement ou dans un monde où il y a plusieurs possibilités d'aider les gens, mais les gens se sont focalisés sur une seule. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a une seule voie, il y a une seule manière de penser, il y a une seule manière d'agir qui est nécessaire pour tout le monde. Bon, mais le monde est fait de diversité. Il y a l'arc-en-ciel avec beaucoup de couleurs. Il y a plusieurs genres de couleurs de la peau déjà. Il y a les tailles, les personnes de grande taille, de petite taille et tout. Il y a tellement de diversité. Pourquoi il n'y aurait-il pas de diversité dans le domaine médical qui soit reconnu comme tel et qui soit nécessaire à ce que la collaboration multisectorielle puisse se produire sans avoir besoin de marcher sur les autres. Voilà. Donc c'est aux malades de voir si tes arrière-grands-parents meurent quelque part, et ton grand-père vient mourir là, ton père vient mourir toi au même endroit, toi-même la mort, tu arrives à cet endroit marchant de tes pieds, voilà la mort qui te trouve, tu restes calé là, tu attends mourir, même une souris. Aussi bête qu'on peut la trouver. Quand tu fais manger un repas, quand tu pièges un repas, une souris en meurt, les autres souris ne mangent pas ça. Bon. Mais si un malade quitte par voir un tradipraticien et que le danger, pour ne pas dire le pire arrive, ou il est venu même avec ces pires là, parce que là-bas on l'a rejeté. Il a dit je ne vais pas croiser les bras, je vais quand même aller quelque part d'autre, et qu'il meurt. Alors, personne de cette famille n'était saluera point. Mais le médecin qui l'a rejeté en disant va attendre, tu es condamné, vient même le jour de deuil, il est accueilli, il a un bon repas et tout, et peut-être que c'est un accident médical qui l'a amené à ce qu'il décède, causé par ces médecins, qui sait. Donc surtout pour nous les Noirs, c'est révoltant et c'est lamentable. Parce que tout ce qui vient du blanc est blanc comme neige. Voilà. D'accord. Juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur, nous avons ce message de André depuis Ngaoundéré. Que signifie avoir un voile sur son visage et ne pas attirer de la lumière vers soi? Ça relève des recherches métaphysiques qui versent dans la voyance. Donc on ne peut pas expliquer cela de manière instantanée. Il faut qu'au cas par cas, on voit pourquoi tu peux ressentir ce genre de situation. Est-ce que c'est un problème de famille? Est-ce que c'est un problème de son environnement? Ou de cohabitation? Ou un problème qui arrive par alliance? Donc ça dépend, ça nécessite une certaine recherche. Bon, professeur Emmanuel Lipote, comment savoir qu'on a un voile sur le visage? Est-ce qu'il y a des signes? C'est d'abord quelqu'un qui le dit. Voilà. Peut-être on le lui a dit. Oui. Parce que je ne crois pas qu'on se lève le matin, on dit qu'on a telle chose.
sans qu'on ait interrogé quelqu'un, ou bien qu'on ait discuté avec des gens qui, eux, ils sont des personnes qui diagnostiquent tout dans la rue. Hein? Parce que vous marchez dans la rue, quelqu'un te raconte une histoire qui correspond à ton problème. Ça t'étonne que comment il le sait, mais souvent, pas qu'il le sait, mais parce qu'on le lui a dit aussi comme ça. D'accord. Voilà. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si le professeur Lipote fait aussi la purification du corps. C'est Joseph depuis Simbok. Je crois que cette question ne peut pas être répondue. Pourquoi, professeur? Oui, parce qu'on doit me poser les questions pareilles hors antenne. Mais, professeur Emmanuel Lipote, je voudrais savoir pourquoi à l'antenne vous évitez de dire certaines choses. Bon, je ne viens pas à l'antenne pour faire les consultations. Je viens ici parce que je suis révolté. Moi, ça fait plusieurs décennies que j'ai abandonné la consommation de médicaments. Bon, alors, les choses doivent se passer comme quelqu'un qui a du pain tout le matin et il traverse le quartier avec du pain. Mais ce n'est pas tous les jours que vous allez venir manger du pain chez la personne. Il faut aussi que vous sachiez que vous pouvez acheter du pain vous aussi. Alors, si une personne peut faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans sans boire les médicaments, dans un environnement comme celui-ci, c'est que vous pouvez aller vers la personne pour que vous appreniez à voir à comment faire pour ressembler à cette personne. Parce que nous sommes les seuls peuples au monde, nous les Noirs, qui mangeons tout ce qui vient d'ailleurs. Nous avalons toutes sortes de médicaments sans savoir comment c'est composé. Juste la présentation, ça nous suffit. Nous avons tourné le dos à nos choses, à nos traditions. Bon, maintenant, toi, tu vas venir dire quoi à la télé? Moi, je ne pense pas que si je dis à la télé que je vais soigner les gens, je vais soigner combien de gens? Il faut la formation de la masse. Les médias devraient servir à ça. C'est-à-dire que les gens apprennent à se prendre en charge. Ce devrait être le rôle des communicateurs, même jusqu'aux journalistes qui sont juste littéraires. Devraient lire des petits documents et tout, et avoir la jugeote, c'est-à-dire savoir réfléchir. Parce que être intelligent, tout le monde peut. Chacun à sa façon. Hein? Mais réfléchir, c'est un peu compliqué parce que ça verse dans le raisonnement. Donc on doit raisonner, non pour avoir raison, mais pour trouver le sens de la raison. Et à partir de là, on peut aider les gens. Je pense que si on me donne 5 minutes de télé tous les jours, dans le but de donner des communications censées à faire à ce que les gens se prennent en charge, je vois mal les gens regarder ça comme quand un humoriste vient à la télé. Hein? Parce que ça fait rire. Bon, mais ce qui est sérieux, si on dit aux gens qu'on peut se débarrasser des histoires du paludisme comme si le paludisme n'existait même pas. Mais il va dire, raconte quelle histoire. Moi, j'ai mes paracétamol, je les prends. Bon, donc, on a pris des habitudes. Mais si on n'avait pas vu quelqu'un qui fait rire et qu'on le voit pour la première fois, on est intéressé, on l'invite même à son mariage. Mais vous n'allez pas inviter des gens qui vont vous raconter des histoires sur des choses. Vous aimez l'alcool, vous aimez la bière, vous aimez les vins, les liqueurs et tout. Et quelqu'un vous raconte une histoire qu'il ne faut pas en prendre. Ah, mais vous allez dire que celui-là, il est un fou. Hein, ou bien parce que lui, il en manque, il croit que tout le monde est comme lui. Bon, donc, il y a des choses que lorsqu'on vient là, nous autres, nous on est révoltés. Parce que l'histoire de l'Afrique ou des Noirs est écrite par ceux qui ont esclavagisé les Noirs, qui les ont colonisés et qui sont en train de les néocoloniser. Il faut réécrire l'histoire de l'Afrique maintenant. Il faut que
la médecine traditionnelle reprenne corps, non comme une médecine de répugnance, mais comme une médecine qui longtemps, puisque la Terre n'existe pas de 60 ans ou 100 ans même, des milliards d'années la Terre existe. Les gens ont fait comment pour traverser tous ces... Bon, parce que quand on prend même déjà l'Europe, l'éclosion de la médecine en Europe, c'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à dire que le sang circulait. Mais avant, c'était des primitifs, ils disaient que le sang ne circulait pas. Ils avaient plein de choses qui étaient à l'envers. Au fur et à mesure qu'ils font des découvertes sur des choses que l'Afrique connaissait déjà. Bon, ils disent que la science a évolué. Bon, donc ils confondent la science universitaire, la science est organisée sur la base des normes, les normes voulant dire l'autorité par rapport à ce que nous pensons, à la science fondamentale, à la science universelle, que même les bêtes connaissent, parce que un animal ne plonge pas dans l'eau tant qu'il ne sait pas nager. Les animaux mangent ce que Dieu les a créés pour manger. Le blanc, lui, mange les choses qu'il fabrique de toutes pièces dans les usines, et puis les noirs sont dedans. D'accord. Nous allons prendre ce message de Neftali de Yaoundé. Pourquoi partout où je vais, l'on cherche toujours à me coopter dans les loges, franc-maçonnerie, Rose-Croix, et quand je refuse, je perds toujours mon travail. On me demande toujours de me compromettre et si je veux évoluer dans ma vie professionnelle. Bon, alors moi, je ne comprends pas une chose avec des questions pareilles. Lorsqu'on est témoin de Jéhovah, parce qu'on parlait de Jésus, on vient de parler de Dieu, qu'on peut bénéficier de l'environnement en termes de travail et tout, sans aller crier quelque part que quand moi j'étais témoin de Jéhovah, j'ai été embauché. Quand je suis sorti de ce milieu, on m'a débauché. Donc il y a un problème. Bon, et ce problème-là, c'est un problème de culte de certaines religions qui ont, parce qu'il faut diaboliser certains mouvements pour avoir les adeptes, se sont mis à parler des choses qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut même te coopter dans une histoire que par curiosité tu peux y aller et voir qu'est-ce que ça donne, avec un peu de réflexion, un peu de jugeote, tu y vas sans y aller et puis tu vois ce que ça donne. Bon, mais les gens sont dans les histoires d'homosexualité, ils ne parlent pas trop fort. Professeur, comment, je voudrais comprendre, c'est-à-dire, on vous invite dans un mouvement, vous ne maîtrisez rien, vous y allez quand même. Quand tu es catholique, tu y vas, tu maîtrises quoi dedans? Mais des fois, on vous dit qu'il y a des conditions à remplir, il faut peut-être donner une chèvre, un mouton. Quand on est chrétien, le mouvement du christianisme que tu adhères à des statuts et les règlements antérieurs, on t'a fait lire ça? Non, tu adhères, tu viens, on te baptise. Tu sais que le baptême, c'est quoi? Tu ne sais pas. Bon, et nous avons des frères, des sœurs et tout qui sont prêtres pasteurs, qui sont de nos familles, on ne va pas les rejeter. C'est une source de revenus, et la personne ne chôme plus. C'est un ministère, tu as du job. Bon, tu n'es plus dépendant de ta famille, au contraire, c'est toi qui aides les gens. Alors, maintenant, quand ça entre dans l'autre côté, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout, on remplit les oreilles des gens. Moi, je ne comprends rien à ça. Parce que tout ça, c'est des mouvements qui sont venus d'ailleurs. La Rose-Croix est venue d'ailleurs, le christianisme est venu d'ailleurs, l'islam, tout ça, c'est des trucs qui sont venus d'ailleurs. Bon, maintenant, même le travail, c'est venu d'ailleurs, même l'école. Tu as une licence ou tu as un doctorat et tout ça, c'est venu d'ailleurs. On t'a formé à faire quoi? Si on t'aurait formé à se prendre en charge, tu ne serais pas dépendant des proportions pareilles. Donc tout ça, c'est à repenser. On doit repenser le système scolaire, on doit repenser le système spirituel, je ne sais pas quoi. Bon, nous on est là pour
pour cette révolution. Bon, maintenant, quand quelqu'un n'établit pas, pose sa question dans le cadre de comment contourner le milieu qu'il s'est mis dedans. Du moment où tu pars à l'école, attends-toi que tu iras demander du travail. Parce qu'on ne va pas te former pour créer ton emploi. Et du moment où tu iras demander du travail, autant on te demandait de l'argent pour aller à l'école jusqu'à tu as acheté même les unités de valeur et tout. Hein? Autant on va te demander de faire d'autres choses parce que toi tu es habitué à la facilité et la nature t'amène toujours vers des gens qui te disent c'est facile par ici. Comme ça a été facile pour avoir les unités de valeur, tu as eu ton papier. C'est facile aussi d'avoir ton travail en faisant ceci. Parce que l'unité de valeur, tu as monnaie, ça a été monnayé, tu as payé. Maintenant, peut-être c'est ton corps qu'il faut monnayer, qu'il ne faut pas monnayer, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, tout cela, c'est nous qui nous ne sommes pas vigilants. Hein? Parce que quand tu pars à l'école pour chercher à savoir pourquoi tu y vas, tu y sors gagnant. Mais quand tu vas à l'école pour chercher à savoir comment faire pour avoir un papier, bon, alors, l'école devient inutile finalement. Ok. En quoi les fortes vibrations énergétiques autour du corps influent sur la spiritualité et quelles dispositions prendre pour évoluer? C'est Ivan depuis Douala. Alors, c'est parce qu'il y a l'aura déjà qui est comme une enveloppe vibratoire qui brille en fonction de l'évolution spirituelle d'un individu et qui prend de la dimension par rapport à cette évolution. Alors, en quoi ça sert? Ça sert à ce que tu obtiennes la réponse de ton travail spirituel que tu mènes. À titre de récompense, donc, ton aura va se développer. Voilà. Okay. Patriarche, comment faire pour vous rencontrer? Je suis à Bafoussam. Vous allez tout le temps à Yaoundé, mais jamais à Bafoussam. Bon, disons, il y a eu un temps, j'allais aussi à Yaoundé, à Bafoussam, je n'allais pas à Yaoundé. Puisque je ne peux pas être partout à la fois. Et il faut aller vers là où on t'attend le plus, oui, que d'aller vers là où tu vas plutôt chercher des amis et qui peut-être ne savent pas que tu es même là. Bon, si Bafoussam se déclare qu'il faut y aller tout le temps, je serai, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Comment et où étudie-t-on le pouvoir occulte du corps et des dents? C'est Gabi Dekounou. Dans les cercles initiatiques. Voilà. Dans les cercles initiatiques, je ne sais pas comment et où, mais je sais que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Celui qui cherche à s'initier va trouver l'école. Professeur, quand vous dites cercle initiatique, certaines personnes ont peur. Mais tout de suite, on croit que c'est la sorcellerie. Non, le cercle initiatique, d'abord la sorcellerie, c'est quoi? Il y a la sorcellerie est positive et elle est négative. Donc c'est comme une pièce d'argent. Donc ça a deux faces. Maintenant, quand tu es initié, tu sais les limites qu'il faille observer pour ne pas utiliser négativement l'enseignement que tu as reçu. D'où le karma. Bon, les gens parlaient du karma verbalement, mais les initiés font trop attention avec. Voilà. Professeur Hermaniel Lipote, nous avons Gabi Dekounou qui voudrait savoir le but de la Rose-Croix, c'est quoi? Non, il doit chercher les gens qui font la Rose-Croix, les poser la question en question. Parce que moi, je ne viens pas là pour faire la publicité. D'abord, ça me dépasse de parler de moi. Je vais parler de la Rose-Croix. D'accord. Comment faire pour connaître sa voie ou sa mission sur la terre? C'est Benito depuis Yaoundé. Là, nous proposons souvent les études de vie métaphysique. Et là, nous sommes capables d'accompagner les gens dans ces études en prenant leur nom complet et leur date de naissance. Peut-être le lieu de naissance aussi, pourquoi pas. On peut les amener à savoir de fond en comble
qui sont-ils? Voilà. J'aimerais savoir, la plupart du temps, quand je dors, dans mon sommeil, je me vois voler dans les airs. Je ne sais pas ce que cela signifie. Peut-être Ça n'est pas signé. c'est les voyages astraux. C'est à vous de chercher parce que personne ne peut vous aimer à dépasser vous-même. Voilà. Et si vous aimez vous-même, cherchez à savoir toutes les choses qui concernent votre vie, sans attendre que quelqu'un se gêne pour vous. Ok, on a ce message de Patrice Alamo depuis Douala. Bonsoir à vous. Moi, je suis avec le répé, car un journaliste n'est pas un technicien ni un soignant. Bon, moi, je ne suis pas journaliste. Même si j'ai fait le cours de journalisme, c'était une curiosité. Hein, je crois que c'était une contribution. C'est comme si... Oui, d'accord, moi je suis d'accord avec lui. Oui. Bon, c'est vrai que je suis un thérapeute, ça je ne peux pas exclure ça. Mais je dis, je ne viens pas à l'antenne en tant que thérapeute, je viens en tant que quelqu'un qui essaie de communier avec des personnes qui sont dans le même registre que moi, c'est-à-dire qui pensent que dépendre de l'Europe, de l'Asie et tout, ne serait pas toujours nécessaire pour l'Africain que nous sommes. Okay. Voilà. Nous avons ce message de Joël. On a, veuillez s'il vous plaît éviter d'appeler pour le moment. Les appels se font hors antenne. Vous pouvez juste envoyer les messages. Alors, Joël, ma question est de savoir si une personne arrache plusieurs dents, est-ce qu'il pourrait y avoir un dysfonctionnement du corps? Mais oui. Les dents ne sont pas là pour orner la bouche. Elles ont leur rôle. Il y a les dents de sagesse, il y a les dents de bonheur, il y a. Donc il faut faire attention. D'accord. Comment faire pour se libérer d'une possession contre une personne morte? Il faut d'abord qu'on voit l'impact de cette possession à travers la voyance, qui est comme un scanner. Et après avoir scanné cela, on va maintenant voir la formule qu'il faut, quels sont les ingrédients à utiliser pour cette formule. Et puis là, on pourra, en dehors des personnes qui sont qualifiées, que dès qu'on dit la chose comme ça, lui connaît déjà ce qu'il doit faire. Bon, là, mais des fois, ça peut être une protection, professeur Emmanuel Desportes? C'est pourquoi il faut faire des investigations. Parce que souvent, les enfants naissent dans des familles parce qu'ils sont nés avec le troisième œil ouvert, ils voient des choses qui font peur à leurs parents, à leur révéler ces choses-là. On l'amène chez un voyant ou un marabout, un féticheur pour fermer l'œil de l'enfant. Et c'est la famille qui perd. C'est comme si c'est une chasse aux sorciers. Voilà. Okay. Que faire lorsque votre haleine a une forte odeur et désagréable en permanence ou de façon ponctuelle? Elle vous dérange ou dérange votre entourage, professeur? Non, ça dépend, parce que là, il faut voir si ce n'est pas une dent. Donc là, nous sommes dans le cadre des caries dentaires. Il faut aussi voir, parce qu'il y a des fois jusqu'au niveau de la cage thoracique, des gaz peuvent émaner de là et font en sorte qu'il y ait une confusion entre le pourrissement d'une dent et cette situation, quoi. Voilà. Comment faire pour connaître l'élu de sa vie? C'est Léonce qui nous envoie ce message. En faisant une étude d'affinité. Donc, si vous connaissez, si vous savez comment faire l'étude d'affinité, vous allez désormais la faire. Et si on a plusieurs partenaires, professeur? Oui, mais c'est bon. Quand on a plusieurs partenaires, c'est même nécessaire pour faire le bon choix. Voilà. Parce que si vous avez plusieurs partenaires et que vous faites le choix en l'air, c'est très grave. Vous risquez de manquer le bon partenaire pour le mauvais. Comment prendre soin de ses dents? On prend soin de ses dents en tenant compte du fait que le soir, les résidus alimentaires de la journée ne doivent pas rester accrochés aux dents parce que surtout, on ne sait pas trop ce qu'on mange souvent.
Et il y a là-dedans, parce qu'on parlait seulement des bactéries, mais on ne parle pas des acides, hein, des liquides que nous buvons, sous prétexte que c'est les jus, sont acidifiants. Il y a. Bon, donc il faut faire une toilette buccale matin et soir. Donc, si possible, après chaque repas. Oui. Il y a Jean-Philippe Esselebo depuis Yaoundé qui voudrait savoir comment faire pour vous voir. La personne va appeler à ce numéro pour prendre rendez-vous dès demain. Parce que je vais aller à Yaoundé ce week-end. Voilà. Vendredi, ce week-end? Oui, je vais vendredi et je vais recevoir les gens samedi et dimanche, demi-journée. D'accord. Samedi, toute la journée. Patriarche, conseillerez-vous à votre fille ou à votre fils d'adhérer à un mouvement initiatique? Je ne pense pas que j'ai un avis, comment on peut dire, du genre tyran. J'ai un avis comme un ami peut venir me voir. De même, mon fils, ma fille peut venir me voir, me poser des questions dans des domaines dont il pense que je peux lui apporter un conseil. Et moi, je vais faire un effort de ne pas lui donner des conseils sur des choses que je ne connais pas. Si je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, je demande à la personne de partir et de revenir après. Entre-temps, j'étudie les tenants et les aboutissants de ma réponse. Voilà. Ce n'est pas une histoire que, dès qu'on vient me dire que bon, je veux être prêtre catholique ou je sais pas orthodoxe, je dis cours vite parce que non. Ou bien je veux être rosicruciaire, oh non, non, je ne veux pas entendre parler de ça. Frère maçon, oh non, non, je ne veux pas. D'accord. Tout ce que je ne sais pas, je dois apprendre à savoir ça avant de dire quelque chose à propos de ça. Parce qu'il vaut mieux être celui qui s'était sur l'inconnu que d'être celui qui parlait de tout concernant l'inconnu. Au risque de dire n'importe quoi. D'accord. On va se quitter sur ce message. Alors, un jour, un monsieur m'a demandé de quitter à côté de lui, que je le gêne. Il m'a grondé la deuxième fois. Lorsque j'ai demandé ce qui n'allait pas à un papa à côté, il m'a dit que je suis spirituellement plus fort que lui et ça le gêne. Pouvez-vous expliquer cela? Non. Pourquoi, professeur? Parce qu'il faut chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Là, je ne comprends rien. D'accord, la personne peut appeler hors antenne. C'est tout. D'accord. Professeur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, on est dans le registre des maladies occultes. On va y rester pour un temps. Voilà. En essayant de trouver des réponses par rapport à certaines parties du corps, vis-à-vis le côté, la double dimension de l'homme. Peut-être une astuce pour le mal de dents, professeur? Les clous de girofle sont souvent très conseillés, mais là, ça dépend. Si quelqu'un digère déjà mal, il risque de les utiliser sans que ça ne marche. Voilà. D'accord, professeur, ça sera votre mot de fin. Juste dire, il y a un téléspectateur qui nous supplie de nous dire comment faire le test d'affinité en une seconde. Bon, le test d'affinité, c'est le nom complet, la date de naissance, sujet A, dont l'homme par exemple, même chose, sujet B, plus la première année des rencontres. Avec ça, on peut maintenant engager une étude qui permettra d'avoir un rapport écrit qu'on va lire. D'accord. Voilà. Donc, ce téléspectateur peut appeler également hors antenne. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.